L'enregistrement démarre. C'est parfait. Alors, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui sur HandiAchat. HandiAchat, qui est un salon en ligne. C'est sa deuxième édition uniquement. HandiAchat, en fait, a une particulière. C'est comme d'autres événements ou d'autres structures, c'est d'informer, de faire de la pédagogie, de proposer en fait au plus grand nombre des éléments qui soient à la fois informatifs, qui soient aussi inspirationnels, inspirants, et des bonnes pratiques avec des cas concrets pour que, si besoin, chacun puisse répliquer ou s'en inspirer pour mettre des pratiques dans sa propre entreprise, et surtout, de vanter les mérites et la richesse du secteur handicap, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, pensent qu'on est sur des activités qui sont, on va dire, basiques, pour dire ça autrement, alors qu'il est riche déjà aujourd'hui et c'est un secteur qui est en totale capacité de se remettre en question, d'innover et de proposer des nouvelles choses demain. Et c'est pourquoi on voulait traiter du sujet du numérique ce matin. C'est pour montrer aussi cela, sur ce sujet-là, qui est un vrai sujet pérenne en termes de problématiques et d'opportunités. Donc ce matin, à la première heure, on a parlé du modèle d'HandiReady. On a montré dans l'heure précédente le centre inclusif et comment toutes ces pratiques étaient mises au point aujourd'hui et totalement réplicables. Et aujourd'hui, là maintenant, pendant une heure et demie à peu près, on vous a, Michel surtout et Aurélie et Mathieu vous ont préparé un sujet qui n'est pas un sujet simple, mais par contre qu'ils vont vous présenter de manière la plus riche possible. Et je crois, en l'ayant préparé avec eux et n'y connaissant pas grand-chose, plus qu'intéressant, à la fois à écouter, mais également à reprendre. Et je rappelle que la présentation qui va être faite va être mise à disposition si vous me la demandez, il n'y a pas de souci. Et que les gens qui vont intervenir ce matin, ils sont, je pense, à votre disposition. Je parle pour eux, mais ils sont à votre disposition si après, évidemment, chacun d'entre vous a des questions. Donc, on va parler pendant un peu plus d'une heure d'accessibilité numérique, mais avant de parler du sujet par des professionnels, je vais leur demander de se présenter et un peu vieille école et suivi par des gens de la diversité. Je vais commencer par les dames pour éviter de me faire retoquer. Et je vais demander à Aurélie de bien vouloir se présenter, s'il vous plaît. Merci Antonio. Donc moi je suis Aurélie Timruc, donc je suis chef de projet pour la Startup Facility, qui est une solution innovante d'inclusion digitale. Et donc j'en reparlerai plus brièvement après. Moi j'ai un parcours professionnel qui est très spécialisé justement sur la diversité et le handicap. Et effectivement la diversité et le handicap est une richesse pour la société et pour l'entreprise bien évidemment. Parfait, merci. Effectivement, vous nous parlerez après des projets des uns et des autres. Alors, Mathieu, si vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour à tous, donc Mathieu Froidure, je suis le fondateur et le président de deux structures qui s'appellent Urbilog, spécialiste de l'accessibilité numérique. On œuvre depuis une vingtaine d'années sur le sujet, et d'une entreprise adaptée créée en 2017 sur les éléments du numérique, qui s'appelle Compétences, avec un petit jeu de mots à l'intérieur, vu qu'on a mis un H-A-N en plein milieu. Vous allez nous expliquer tout ça. Très bien, merci. Et donc, Michel. Alors bonjour, Michel Bèche. Moi, je suis directeur UX, design et accessibilité chez CGI. Donc, on est une grande entreprise de services numériques, un peu plus de 10 000 en France. On intervient sur un petit peu tous les aspects du SI chez les clients, du web jusqu'aux applications un petit peu plus profondes, entre guillemets, dans les systèmes d'information. Et je porte le message de l'accessibilité numérique en l'inscrivant dans une démarche avant tout de conception. C'est pour ça qu'on a intégré l'offre accessibilité dans l'équipe UX, dans la mesure où c'est avant tout, comme on va pouvoir en parler ensemble pendant une heure, une démarche qui s'adresse à l'expérience utilisateur, à ce qu'on veut délivrer comme service aux clients, et ça semblait naturel de l'inscrire dans une équipe dont le métier est le front depuis la conception de la feuille blanche, si on peut dire ça, depuis la feuille blanche, jusqu'à son intégration dans les systèmes d'information. Alors, je voudrais préciser avant qu'on démarre, et Michel, vous allez peut-être prendre la main, mais là, pendant un peu plus d'une heure, on va parler, on va dire, en trois parties d'abord des enjeux
c'est important que chacun comprenne en fait qu'il y a des enjeux. On peut parler d'enjeux internes, on peut parler d'enjeux externes, mais bon, vous allez encore une fois, c'est vous qui allez nous en parler, et c'est important de poser en fait le sujet. On va parler aussi de méthode, parce que souvent l'accessibilité numérique est vue par des prismes peut-être un peu étroits, et la méthode c'est important, donc vous allez nous décortiquer un peu cette approche méthodologique, parce que c'est important d'appréhender le sujet. Et puis, on finira sur la dernière partie, on finira par les solutions, parce que très bien, on a posé les enjeux, on a posé la méthode, mais qu'est-ce qu'il existe en termes de solutions? En tout cas, partiellement, on pourra en parler de quelques-unes. Et encore une fois, l'objet d'HandiAchat, c'est de parler de choses concrètes et de solutions. Donc, vous allez nous en parler. Et je voudrais aussi préciser pour certains d'entre vous qui nous suivent qu'on va tâcher d'en parler de manière, on va dire, simple. Moi-même n'étant pas un expert de l'informatique, on va essayer de faire en sorte de ne pas être trop technique et de pouvoir se faire comprendre, mais surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et chacun interviendra et on pourra couper la présentation. Il faut que ce soit dynamique et interactif. Il n'y a pas de sujet, on est là pour échanger entre nous. La visio le permet. Alors peut-être que Michel, vous voulez, si vous voulez bien introduire et commencer par reposer le sujet et démarrer sur les enjeux. Oui, avec plaisir. Je vais peut-être demander à Jean-Pierre de m'accompagner dans ce discours en partageant le support qu'on pourra mettre en ligne. Et je pense qu'on peut sauter directement au numéro 6, je pense. Alors, pour reposer un peu le paysage des enjeux de l'accessibilité numérique et des démarches associées, le premier message sur lequel on insiste beaucoup quand on rencontre nos clients et qu'on veut vraiment faire passer aujourd'hui, c'est que c'est avant tout, comme on le disait en introduction, pour l'utilisateur et pour ses clients, les clients, les utilisateurs finaux du service qu'on le fait. Alors, vous avez certainement entendu parler de plein de chiffres sur le handicap. Il y a des études qui nous disent 15 à 20% de la population européenne est en situation de handicap. Nous, on veut aller au-delà de ces chiffres-là dans le message qu'on vous fait passer aujourd'hui. C'est-à-dire, oui, il y a effectivement des personnes en situation de handicap qui ont besoin d'accessibilité numérique pour pouvoir effectivement obtenir un bien ou un service qu'on va chercher sur le web. Mais au-delà de ça, il y a aussi toute une partie de la population, on nous dit qu'une personne sur deux rencontrera dans sa vie un jour une situation de handicap. Typiquement, quand vous revenez du ski avec un bras dans le plat, vous avez du mal à utiliser une souris. Quand vous avez du soleil sur l'écran, vous êtes dans une situation comparable à une baisse d'acuité visuelle, même si c'est pendant quelques minutes. Et puis quand vous êtes dans des situations de dyslexie, de migraine qui réduit votre acuité visuelle, quand vous rajoutez à ça le fait que 20% de la population en France a plus de 65 ans et que cette population, elle vieillit également, on ne parle pas de handicap, mais on a effectivement plus de difficultés à lire les petits caractères, à viser le petit icône pour cliquer. Tout ça, ce sont des situations qui rentrent dans le champ de l'accessibilité numérique. Donc on ne parle pas que de personnes en situation de handicap, on parle de toute une population qui se monte jusqu'à un tiers de vos utilisateurs. Et le vrai message qu'on veut avant tout faire passer, c'est celui-là. C'est de dire, dans la mesure où ça concerne un tiers de vos clients qui vont utiliser le web, est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque de voir ce tiers d'utilisateurs partir vers des concurrents qui sont plus accessibles que vous pour obtenir un bien ou un service, ou de retrouver ce tiers dans des canaux téléphoniques ou des canaux physiques dans vos agences parce qu'ils n'ont pas été capables d'utiliser le web que vous avez mis à disposition. Et c'est là le vrai message qu'il faut retenir de l'accessibilité numérique. Si on se projette sur la population en France, ça peut être 15 à 20 millions de personnes qui sont concernées par ce besoin d'accessibilité numérique. Et on a des études qui nous disent, notamment Forrester Research, que globalement, le marché pèserait 7 milliards de dollars dans le monde. Donc c'est vraiment avant tout une opportunité de business qu'on souhaite que vous reteniez comme message principal autour de l'accessibilité numérique. Et là, je compte sur Mathieu pour me voler la parole de temps à autre. Oui, Mathieu peut cette aussi, oui. Je pourrais donner plein d'exemples là-dessus. Je pense que si vous regardez un petit peu, et je vais faire un parallèle avec le numérique et le bâti ou le transport.
Je suppose que parmi d'entre nous, il y a quelques personnes qui sont parents et qui notamment sont parisiens. Posez-vous la question, est-ce que vous prenez les transports en public avec une poussette? C'est compliqué. Parce que vous êtes parisien et que le métro parisien a été conçu dans les années 1900. Si vous venez sur Lille et sur Lyon, notamment, c'est deux réseaux que je connais, les réseaux sont accessibles. Et donc, c'est des poussettes que vous voyez le matin. C'est pas des fauteuils. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'à partir du moment où on a conçu un service pour les personnes qui sont en situation de handicap, en fait, c'est plus ouvert qu'on ne le pense. Et si vous allez un petit peu au-delà, vous allez même remarquer que les personnes en situation de handicap sont source d'innovation. Parce que si vous avez la télécommande dans vos mains tous les soirs ou le SMS tous les jours dans vos mains, c'est grâce à des personnes qui sont en situation de handicap, parce que ça a été développé au départ pour leurs propres besoins. Et évidemment, aujourd'hui, on saurait plus s'en passer. Donc, bien comprendre qu'il n'y a pas de fracture réelle entre, on va dire, le handicap et la vie. Qu'on est tous, nous, alors je dis nous parce que je suis moi-même en situation de handicap, je suis un ancien aveugle, un ancien malvoyant devenu aveugle. Et du coup, voilà, je sais tous les jours quelles sont les contraintes que l'on a. Et pour ne rien vous cacher, il y a encore du boulot, même si les choses sont en train de s'améliorer. J'ai tendance à dire aujourd'hui qu'en tant qu'aveugle, j'ai accès à peu près à 15% du web et à peu près à 30% des applis. Donc, peut mieux faire. Et d'où l'intérêt de cette réunion. Jean-Pierre, si tu veux bien passer au slide suivant, il y a un deuxième aspect qu'on évoque assez souvent, sur lequel on ne va pas beaucoup s'attarder, mais c'est un aspect qui est plus réglementaire et un peu plus punitif, j'ai envie de dire. Oui, il y a une vraie opportunité de marché, mais il y a aussi une loi qui peut vous amener à tomber sous le coup d'une sanction qui aujourd'hui s'élève à 20 000 € par service numérique et par an. Donc globalement, ça se cumule entre le web, le site web, l'extranet, la plateforme de réponse à achat et tous les services que vous pouvez exposer sur le web. Vous êtes susceptible de cumuler ces sanctions administratives. Et puis, si effectivement vous étiez dans une posture un peu extrême, qui consiste à dire je n'ai rien fait, je ne compte rien faire, vous pourriez être taxé de refus d'aménagement raisonnable, et pour le coup, c'est de la discrimination qui relève du pénal. Donc oui, il y a une loi, effectivement, qui supporte ce mouvement. Le message principal, c'est de dire on veut que vous soyez porté par l'opportunité de marché pour aller chercher le tiers des utilisateurs et bien les servir, plus que porté par la peur du bâton, même si ce bâton, il existe effectivement, et que depuis le mois de septembre de cette année, on est susceptible de commencer à distribuer ces sanctions. Et c'est sans compter tous les différents pays autour de nous qui ont légiféré. Et je prends souvent l'exemple de Beyoncé qui s'est fait condamner aux États-Unis parce que sur son concert, lors d'un de ses concerts et sur la plateforme Beyoncé Interactive, elle n'était pas accessible. Et je pense que franchement, elle n'a rien gagné de son concert du fait de son inaccessibilité. Donc c'est vraiment, autant en France, on appelle ça un risque, autant aux États-Unis, ce n'est plus un risque, c'est un fait avéré. Sur les enjeux, pour compléter ce que vous avez dit tous les deux, sur les enjeux, il y a des enjeux business, Michel, bien sûr, mais je pense aussi qu'il faut regarder les enjeux internes. Souvent, on parle aussi en termes de recrutement et d'attractivité d'une entreprise, voire même ne serait-ce que socialement par rapport à ses collaborateurs, c'est aussi des enjeux qui sont très importants. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une autre loi qui stipule que vous devez avoir 6% de personnes handicapées dans vos entreprises à partir du moment où vous êtes plus de 20. Quid de votre écosystème numérique parce qu'on sait tous aujourd'hui qu'on est tous derrière des écrans, en tout cas la majorité de nos salariés sont derrière des écrans. Que faire quand les écrans ne sont pas accessibles et les outils. Donc oui, ça fait partie effectivement de l'écosystème. Il y a d'ailleurs eu en France une première condamnation de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées de Lille. Alors sachez que je suis de Lille, donc je suis particulièrement au courant, où ils n'avaient pas mis effectivement à disposition un écosystème suffisamment accessible pour une personne aveugle. Et a priori, le malheureux contexte Covid a révélé aussi, par rapport avec la mise en place de télétravail, a révélé aussi pas mal de toutes ces problématiques de gens qui se retrouvent à travailler à la maison et les outils informatiques qui du coup sont pas adaptés parce qu'on se rend compte qu'à la maison, dans un environnement différent, on a peut-être des besoins dont on n'a même pas connaissance. Alors, j'aurais tendance à dire que l'informatique, c'est
à la fois une formidable opportunité, notamment pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap, et potentiellement des freins. Il y a potentiellement plus d'opportunités que de freins. À nous de faire en sorte que ces opportunités se transforment et qu'on puisse lever rapidement les freins. C'est souvent une question d'organisation et une question de décision, parce que voilà, aujourd'hui, l'outil informatique est clairement une véritable opportunité. Hein. Typiquement, voilà, je suis complètement autonome aujourd'hui pour lancer des visios, sauf sur certaines visios. Il y a certains outils qui sont plus compliqués que d'autres. Donc voilà, mais c'est aujourd'hui plus une opportunité qu'une contrainte, sauf que parfois, un détail fait qu'on n'arrive pas à aller au-delà. Donc c'est vraiment une question de détail parfois, et vraiment prendre en considération ces éléments-là est extrêmement important dans la vie à la fois professionnelle, sociale et culturelle, telle que vient de le dire Michel. Oui, et ce que tu racontais à propos de Beyoncé, c'est effectivement, dans certains pays, notamment les États-Unis, on aime bien faire des procès, on aime bien faire des actions collectives, se regrouper et attaquer un géant. Et donc, la culture aux États-Unis fait que les entreprises prennent tout simplement des millions de dollars d'amende et sont poussées par le bâton assez fortement, beaucoup plus fortement que le bâton français. Mais quelque part, ça leur permet aussi de se rendre compte qu'ils ont des clients dont ils n'avaient même pas conscience. Alors, on va rentrer. Oui, pardon, Mathieu. Oui, vas-y, je t'en prie, vas-y, continue. Non, c'était juste pour enchaîner et proposer en fait à Michel et à vous trois et aux gens qui nous suivent là maintenant, on va peut-être rentrer dans le cadre de l'accessibilité numérique. Et on va parler RG2A, je crois. Tout à fait. Jean-Pierre, si tu veux bien. Alors avant de parler RG2A, juste un petit aperçu de ce qu'est RG2A. Vous avez certainement entendu cet acronyme pour le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, qui est proposé par l'État français et qui fait écho à une norme internationale. C'est quoi? Globalement, c'est une centaine d'exigences qui portent toutes sur le rendu pour le navigateur client, le rendu que vous mettez dans les mains de vos utilisateurs. Et cette centaine d'exigences, c'est à la fois des exigences liées au design, liées au contenu et liées au formatage technique de ces contenus. Donc cette centaine d'exigences, une fois que vous l'avez parcouru, vous êtes censé publier pour chaque service, votre web, votre extranet, votre espace personnel, etc. Pour chaque service que vous exposez sur le web, vous êtes censé publier votre score et votre déclaration de conformité en disant voilà, je respecte X% et vous risquez de rencontrer telle ou telle difficulté à tel ou tel endroit, vous prévenez l'utilisateur. Et puis implicitement, vous prenez aussi l'engagement d'améliorer l'accessibilité dans les jours, semaines, mois qui viennent. Et puis c'est également une obligation qui est donnée à l'entreprise de publier sur les 3 prochaines années un plan d'action en faveur de l'accessibilité numérique. Voilà, qu'est-ce que vous avez prévu de faire dans les 3 prochaines années pour vous améliorer? Et cette obligation-là, on a longtemps cru, ou en tout cas ça a été un peu l'idée reçue que c'était uniquement pour le public. C'est aussi pour les entreprises privées. Les entreprises privées, soit parce qu'elles sont délégataires d'une mission de service public, vous faites du contrôle technique automobile, ou vous êtes une autorité de régulation, un bureau de certification, vous avez une mission de service public, ou quand vous faites plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, on considère que votre taille a un impact sur la société, et donc que vous avez la même obligation qu'un service public, puisque vous impactez la société. Et ça, effectivement, depuis septembre de cette année, tous les sites internet sont censés avoir pris en compte cette accessibilité. Même si on a encore une petite soupape pour les applications mobiles natives, on est censé être déjà dans l'accessibilité. Et en réalité? Et bien évidemment, tous ceux qui sont autour de la table ont déjà tous publié l'accessibilité, leur déclaration. Non, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les grands groupes s'y intéressent très clairement. Et voilà, on est en plein dans cette démarche-là. On aura quelques mois de retard. Alors là, je parle, moi, à titre personnel, en tant que personne handicapée, et non pas par rapport à la loi. En fait, ce qui est en train de se passer est bien, c'est-à-dire qu'on voit vraiment les choses changer aujourd'hui. Beaucoup plus qu'elles ne changeaient depuis ces 5-6 dernières années. Je devrais même dire plutôt 15, parce que ça fait quand même depuis 2005 que la loi sur l'accessibilité numérique a été publiée, en tout cas la première loi. Et donc voilà. Mais au-delà de la loi, ce qui est important, c'est de faire changer les mentalités, c'est de se dire intégrer
tous les concepts d'accessibilité qui se trouvent effectivement dans le référentiel RG1 que vient de citer Michel, c'est super intéressant. Ce qu'il faut, c'est bien l'intégrer dans tous les processus de votre production digitale, et si possible d'ailleurs le plus en amont possible, parce que c'est là où vous pouvez en fait le plus impacter vos futurs sites et applications de manière à ce qu'ils soient le plus accessibles possible, sans que ça vous coûte grand-chose. Faites un parallèle avec la construction du bâtiment. Si dans un bâtiment, vous décidez que sur le permis de construire, vous avez des portes de 80 cm de largeur et qu'on vous dit à la fin, bah non, c'est des portes de 90 qu'il faut mettre, ça va vous coûter très cher. Et ça ne vous coûterait pas plus cher, voire même moins cher de mettre des portes de 90 tout de suite, parce que c'est aujourd'hui le standard. Donc l'idée est bien de se dire qu'au plus on est en amont de la démarche de la création d'un environnement digital et qu'on le souhaite accessible, et au plus c'est simple et au moins c'est cher. Alors, on a déjà une question. Alors, je sais qu'on va aborder le sujet. Je ne sais pas si vous voulez répondre tout de suite ou un petit peu plus tard. On a une question de Élodie qui dit « Où et comment peut-on vérifier que notre entreprise, société ou groupe respecte les exigences minimum ?» Alors, l'idée, c'est de faire des audits. Malheureusement, c'est difficile de le savoir comme ça, a priori. Les sociétés spécialisées, telles qu'Urbilog dans l'accessibilité numérique ou CGI, peuvent faire des audits d'accessibilité, c'est-à-dire prendre en fait ce qu'on appelle des pages représentatives de votre site internet et vous identifier où vous êtes bon et où vous ne l'êtes pas, et comment faire pour atteindre une meilleure accessibilité. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. On reviendra après aussi sur le point. Ce que je vous propose peut-être, c'est de rentrer dans les deux aspects de cette démarche accessibilité. Le premier aspect, c'est l'accessibilité vue du projet. Il y a des exigences à respecter. Comment le projet peut les respecter? Si tu veux bien, Jean-Pierre, passer au slide suivant. Le message qu'on voudrait que vous reteniez, c'est celui-là, c'est de dire il y a deux points essentiels à retenir sur l'accessibilité vue du projet. D'abord, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une centaine d'exigences qui sont du design, de la production de contenu ou de la technique. C'est pas en prenant un expert tout seul 2 mois avant la mise en prod que vous allez être comme par magie au niveau attendu. C'est en prenant le sujet en amont, en distribuant les exigences, en formant, en expliquant, en sensibilisant, en coordonnant l'effort de l'équipe autour du respect de ces exigences. Donc, le premier message, il est de dire c'est avant tout un travail d'équipe. Le deuxième message, il est de dire ça concerne les pages web, mais pas que. Ça concerne l'ensemble des contenus, tous les contenus que vous délivrez, quelle que soit la forme, qu'elle soit en HTML dans une page web, qu'elle soit en PDF, qu'elle soit en vidéo, l'ensemble des contenus devrait être accessible. Et Jean-Pierre, si tu veux bien passer au slide d'après. Comment est-ce qu'on fait? Ça rejoint un peu la question d'Élodie. La démarche, globalement, elle consiste à dire d'abord, on va aller vérifier des choses extrêmement simples. Prenez dans votre entreprise les 2-3 services phares. Ça peut être votre site web qui vous sert à vendre des produits. Ça peut être votre plateforme de réponse à AO parce que vous êtes très B2B. Ça peut être plein de choses. Mais quels sont les services un peu majeurs que vous exposez sur le web? Regardez en bas de page si vous avez déjà une déclaration existante derrière un lien accessibilité. Essayez de mettre votre souris de côté et de naviguer au clavier pour voir si la navigation elle est cohérente, si vous voyez comment est-ce que ça se prend en main. Regardez si vous voyez apparaître des liens d'évitement. Généralement, vous trouvez des choses qui s'appellent aller au contenu. Tout ça, c'est des indices vérifiables en quelques minutes qui montrent qu'il y a eu quelque chose. Quelqu'un s'est préoccupé du sujet. Si vous ne trouvez rien de tout ça, c'est peut-être le signe qu'il n'y a rien qui a été fait. Mais la deuxième étape, comme disait Mathieu, qui est indispensable, c'est de mener un audit. Cet audit, ça consiste à prendre un échantillon de pages représentatives de votre service et puis de passer la centaine de critères en revue sur chaque page de l'échantillon. Et de là, on est capable de vous dire voici où sont les défauts qu'on a repérés et voici le plan d'action, le plan de correction que vous devriez mettre en place. Et après, effectivement, on rentre dans un cycle d'amélioration en collaborant avec l'équipe. Donc, plus on est en amont de la mise en ligne, plus les corrections sont simples, parce que vous n'avez encore rien produit. Plus on est proche, voire même service existant déjà en ligne, plus les corrections peuvent être un peu plus douloureuses. Alors, on est sur la partie méthode dont on parlait tout à l'heure, sur les différents aspects de votre présentation. Quand vous parlez d'audit, vous me le disiez en préparant cette intervention,
il faut essayer d'avoir une vue d'ensemble la plus large possible avant d'attaquer le sujet, vraiment. C'est ça aussi le message, je crois. Oui, complètement. Il faut avoir une vue d'ensemble. Alors, on pourrait se dire de manière très systématique et basique, on va faire des audits sur l'ensemble du système d'information. L'idée, c'est déjà de prioriser pour dire quels sont les sites web qu'on expose réellement au public. Quels sont les sites web dont les gens ont vraiment besoin. Dans votre système d'information, il est possible que vous ayez des paramétrages réservés à des administrateurs qui vont ouvrir les écrans 2 fois par an. C'est peut-être pas sur celui-là en premier qu'il faut faire les audits. Donc la vue d'ensemble, ça consiste d'abord à dire choisissons les services qui sont qui sont nécessaires, qui sont ceux qui rapportent de l'argent dans l'entreprise, et c'est là où on va mettre en premier les efforts. Et puis effectivement, il s'agit de savoir si vos utilisateurs, ce sont des utilisateurs tout public, et potentiellement vous avez jusqu'à 1/3 de personnes concernées par ce besoin d'accessibilité, ou si ce sont des services dédiés à une population très particulière, de designers par exemple, visuels, auquel cas c'est peut-être pas le premier service sur lequel vous allez faire vos efforts. Mathieu, vos recommandations là-dessus sur comment aborder le projet? Pragmatisme et bon sens, comme vient de l'exprimer Michel. Il est évident que d'aller d'abord poser l'accessibilité sur le site, on va dire e-commerce, plutôt que sur le site groupe sur lequel on va donner des informations plutôt financières, ça me semble juste du bon sens. Je reprends souvent les sociétés avec lesquelles on travaille. C'est effectivement là où le cœur de l'activité est, en fait. Après, on peut parler aussi des intranets, parce que ça fait partie aussi du périmètre de la loi. C'est aussi prendre les outils qui sont le plus utilisés par l'ensemble des salariés. C'est comment je fais pour poser des congés, comment je fais pour m'inscrire dans des processus de formation et ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment l'idée déjà de se dire que on essaye d'aller voir ce qui a le plus de sens. Et après, il peut se poser des questions qui peuvent d'ailleurs être inversement proportionnelles à ce que définit la loi. C'est que parfois, on a un site e-commerce et on a une application e-commerce. Eh bien, souvent, comme je le disais un peu en préambule, j'ai accès plus facilement aux applications. Et alors, je dis je parce que je suis aveugle. Eh bien, c'est peut-être plus simple de rendre l'application accessible. Donc, peut-être que ça vaut le coup de d'abord se positionner sur ce qu'il y a de plus simple, parce que ça pourrait être plus rapide, et après d'étendre. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment de se dire, faites d'abord, avant tout, une satisfaction de vos publics, qui soient à la fois en interne, mais externe également. C'est vraiment là, pour moi, l'idée. Et alors, je suis pas un ayatollah de l'accessibilité. J'aurais tendance à dire que je préférerais, contrairement à ce que dit la loi d'ailleurs, avoir 80% des sites qui me sont accessibles à 80%, plutôt qu'avoir 20% des sites qui sont accessibles à 100%. Donc voilà, j'aimerais bien aussi que quelquefois on prenne un petit peu de recul sur le sujet. Et je pense que c'est vraiment important parce que clairement, il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui sont encore à améliorer dans les grandes entreprises, mais aussi dans les petites structures qui nous apportent quelquefois beaucoup de services, mais qui malheureusement ne sont pas sous l'écosystème de la loi. Voilà. C'est aussi pour que nous, en tant que personnes en situation de handicap, on puisse vraiment s'insérer dans notre vie à la fois en tant que citoyen, parce qu'aujourd'hui on vote quand même avec 2 papiers, toujours. Donc pour moi ça me pose un vrai problème, et consommateur, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de consommer, j'ai plutôt envie de consommer français. Mais malheureusement, ce n'est pas forcément l'écosystème numérique français qui est le plus en avance sur l'accessibilité. On parlait des Américains tout à l'heure, où il y a des sanctions. Et ben, grâce à la sanction, il y a des grands groupes qui ont fait énormément d'efforts et qui aujourd'hui sont très bons sur le sujet. Et qui du coup récupèrent des utilisateurs et des clients. Oui, on dit souvent, enfin en tout cas je l'ai entendu souvent, que les entreprises américaines sont beaucoup plus inclusives. En fait, ce n'est pas forcément par choix, c'est parce qu'elles ont été contraintes. Et du coup, effectivement, certaines ont de l'avance. J'ai un peu des deux. Il y a la contrainte forte des class actions et des millions de dollars à la clé. Et puis, il y a aussi cette conscience des grandes entreprises américaines d'aller chercher tous les clients. Et oui, le business. Je vais prendre un exemple. Alors, je suis désolé si je fais un peu de pub, c'est pas l'idée de faire de la pub. Mais je pense que l'exemple est intéressant. Quand les smartphones sont arrivés, je me suis tout de suite dit, moi en tant qu'aveugle, jamais j'aurai accès à ça. Jusqu'au jour où Apple a sorti son premier smartphone accessible qui s'appelle l'iPhone 3GS. Et franchement, j'ai été bluffé de ce qu'ils avaient mis en place. Et aujourd'hui,
et là je vous parle business, le taux de pénétration d'Apple en France par rapport à je dirais, Monsieur Tout-le-Monde est de 30%. Le taux de pénétration d'Apple pour les personnes déficientes visuelles, il est de 70%. Je veux dire, rien que là, vous avez une idée du potentiel que vous avez en allant, on va dire, mettre à disposition des outils et des services accessibles. Vous avez un vrai potentiel de plusieurs millions de personnes à aller chercher. Évidemment, je pourrais prendre plein d'autres exemples, mais je n'ai pas envie de faire de la pub pour plein de monde. J'aimerais bien que nos acteurs français prennent le sujet en disant « mais on va venir vous chercher ». Et surtout, c'est un autre sujet que je voudrais faire passer. Ça fait 10 ans qu'Apple nous le propose. Ça fait 10 ans qu'ils sont au rendez-vous. Ne faites pas de ce rendez-vous lié à une législation aujourd'hui juste une opportunité ponctuelle. Pensez-le dans la durée et inscrivez-le dans l'ensemble de vos services digitaux de manière à ce que ça soit au même titre que la sécurité, par exemple. Aujourd'hui, personne ne va sortir un site non sécure. Faites en sorte que l'accessibilité soit exactement intégrée dans les mêmes idées, en fait. Tout à fait. Il y a un deuxième aspect dans cette accessibilité numérique, c'est l'accessibilité vue de l'entreprise, parce qu'effectivement, on peut parler du projet, de comment on fait un projet, etc. etc. Mais il y a aussi une part, entre guillemets, j'ai envie de dire à la fois de responsabilité, mais d'opportunité aussi pour l'entreprise à prendre le sujet de l'accessibilité. Jean-Pierre, si tu veux bien passer au slide d'après, pardon. L'idée, c'est la suivante, c'est de dire... Quand un projet démarre, ils n'ont pas l'intention de mal faire, hein, évidemment. Ils ont l'intention d'aller chercher le maximum de clients et d'être à tous les rendez-vous. En revanche, quand l'entreprise vous dit « Tiens, je t'ai recruté 10 développeurs, mais je n'ai pas regardé s'ils savaient faire, et puis je ne me suis pas trop inquiété de savoir s'il fallait les former. Je t'ai mis 3 sous-traitants dans les pattes, mais dans la procédure de marché, j'ai rien exigé, puis je contrôlerai rien. Et puis je te donne pas d'outils, mais bon, bonne chance, et puis on se revoit l'année prochaine. » Forcément, vous ne mettez pas les projets dans la meilleure configuration pour réussir et être au rendez-vous. Donc il y a une part de responsabilité aussi de l'entreprise qui consiste à dire vous devez vous préoccuper de l'accessibilité pour intégrer la question dans vos processus de recrutement, intégrer l'exigence dans vos procédures de marché, etc., etc. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Si tu veux bien, Jean-Pierre, passer au slide d'après. Un peu que de la même manière qu'on aborde un projet, on va aborder l'entreprise de la même manière. On va commencer par se poser des questions simples sur l'entreprise. Est-ce que j'ai un référent accessibilité dans mon entreprise? Est-ce que des services comme le site e-commerce ont déjà pris des initiatives et il y a des gens qui savent de quoi ils parlent dans ma boîte? Je vais aller me poser des questions assez basiques, hein, mais ça va me permettre de dire « Ouais, ok, il semble que le sujet existe. Peut-être pas au plus haut niveau, mais le sujet est déjà pris en main quelque part. Capitalisons là-dessus. » Ou alors, effectivement, je fais un petit tour dans l'entreprise et je ne trouve rien. C'est peut-être le signe qu'il faut faire une évaluation un petit peu plus profonde. Un audit, non pas du projet, hein, mais bien de l'organisation. Et là, on va aller dans chaque département concerné par la chaîne de valeur du business. Hein. Donc, ça peut être le marketing et la com parce qu'on fait un site e-commerce. Ça peut être la DSI, évidemment. Hein. Il y a souvent la DSI dans l'audit. Hein. Mais ça peut être aussi les responsables des achats et les responsables recrutement et tous les départements qui sont impliqués dans la fabrication des biens et des services qu'on vend à nos clients. Et tous ces gens-là, on va aller les voir et on va essayer de comprendre quel est leur niveau de connaissance. Quel est leur outillage, c'est quoi l'organisation qu'ils ont mis en place, etc. Et ça va nous permettre de dire, voici, selon nous, les obstacles, les grains de sable dans l'engrenage qu'il va falloir retirer, et on va fabriquer un grand plan de transfo dans lequel on dit, c'est peut-être juste de la formation dont vous avez besoin, c'est peut-être de la formation, de l'outillage, du process, de la réorganisation, de la gouvernance. Ça peut être des choses plus ou moins profondes, hein, en fonction de votre état de départ. Si vous êtes déjà bien et que vous avez besoin juste de micro-tuner, affiner un peu, ou si vous avez besoin, en partant de zéro, de construire, entre guillemets, la stratégie d'accessibilité, on va vous accompagner dans le plan de transformation. Donc là, je vois Mathieu qui... Oui, en fait, pour compléter, effectivement, c'est vraiment une décision stratégique et j'aurais tendance à dire, en fait, on est tous concernés par le sujet. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme l'histoire du colibri. Chacun d'entre vous peut participer à ce projet.
Souvent, on a tendance à se dire, bah oui, mais c'est la DSI. Puis la DSI va dire, bah non, bah avant tout, il faut d'abord que la conception soit bonne. Donc c'est le marketing. Et puis le marketing vient dire, bah non. Et voilà. On a souvent tendance sur ce genre de sujet à donner la balle à une autre personne. Si chacun la prend, si c'est organisé, parce que ça c'est super important que ça soit organisé. Alors en plus, si ça vient de la direction, évidemment, vous avez un résultat qui va être probant. Et qui va pouvoir aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure, se pérenniser. Nous, on a une démarche en 4 étapes au sein d'Urbilog. La 4e étape, ce n'est pas notre étape, c'est l'étape qui concerne la société, c'est-à-dire la pérennisation. Comment vous faites, une fois que vous avez réussi à rendre un site accessible, pour le pérenniser dans le temps? Et ça, si vous ne faites pas ce que vient de dire Michel, c'est-à-dire de l'organiser au sein de la structure, malheureusement, ça ne marchera pas. Parce que ça sera porté par un individu ou par une volonté, ou en tout cas de quelques volontés, mais ça ne sera pas institutionnalisé dans l'entreprise. Oui, et puis on sait par ailleurs que dans nos métiers du numérique, il y a un turnover qui est quand même assez élevé. Et au final, bah, si vous avez un héros quelque part dans la boîte, l'année prochaine il n'est plus là, bah, vous avez tout perdu. Est-ce que ça suscite des questions ou des réactions? Alors, il y a quelques réactions. Alors, évidemment, sur comment faire un premier niveau d'audit. Il y a des petits commentaires aussi. Je ne nommerai pas. Du coup, si on laisse la conception au marketing, c'est déjà mal parti, avec un petit smiley. Je pense que ça se veut un peu taquin. On ne peut pas taper sur le marketing en particulier, hein, mais on a besoin pour tout le monde. Tout le monde est responsable. Si chacun fait un petit peu, on peut tous y arriver plutôt que de tout mettre sur quelqu'un qui va se noyer à essayer de prendre tous les sujets pour lui, quoi. Non, puis on sait par expérience que ça ne marche pas. C'est très clair. C'est-à-dire que chaque métier dans son écosystème doit intégrer une partie de ce tout. Repensez à la construction d'un bâtiment. Si votre bâtiment, si déjà dans votre permis de construire, vous n'avez rien sur l'accessibilité, il est peu probable que les maçons vont vous faire des bâtiments accessibles. Ça vaut à tous les niveaux. C'est pour ça qu'on ne peut pas se dire que, et même on a souvent tendance d'ailleurs à oublier la dernière partie de l'équipe, qui est les contributeurs rédacteurs. Parce que si les contributeurs rédacteurs ne sont pas intégrés dans ce processus-là, à un moment donné, vous allez mettre à disposition un outil qui va être au départ bien accessible, et la contribution va détériorer l'accessibilité au fur et à mesure du temps. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important. C'est quelque chose qui... J'ai pas pris le parallèle de la sécurité au hasard. En fait, la sécurité, si vous ne la faites pas partager par le plus grand nombre, vous ne l'aurez pas non plus. Très bien. Alors peut-être qu'on peut se poser quelques questions, puisque vous avez parlé par exemple d'audit. Peut-être pour les gens qui nous suivent, qu'est-ce que ça peut coûter un audit? Est-ce que vous avez une fourchette de coûts pour avoir un peu une idée? C'est quelques milliers d'euros. Alors, ça va dépendre effectivement du contexte. Hein. En fait, l'idée, c'est déjà d'identifier la complexité d'un audit. Si vous êtes sur un site e-commerce ou sur un site bancaire ou bien sur un petit site d'information, c'est pas la même chose. Mais ça, effectivement, c'est une fourchette de quelques milliers d'euros. La raison est simple, c'est que malgré toute notre technologie et tout ça, et on le verra juste un petit peu après, des outils miracles qui vous font un audit tel que le définit le RG2A, ça n'existe pas. On est obligé de mettre des ressources humaines pour le faire, de mettre des outils d'assistance et ce genre de choses. Donc malheureusement, un audit aujourd'hui, c'est fait principalement avec des humains qui regardent, on va dire, notamment le code HTML des pages. Et alors du coup, on peut aussi se poser une autre question. Si on a déjà des outils, mais qui finalement ne répondent pas à tout, comment est-ce qu'on peut faire? Tu voulais parler des outils, Michel, parce que je sais que tu avais une slide là-dessus. Oui, dans la deuxième partie, on développe un petit peu plus les outils, effectivement, différentes catégories d'outils, mais comme disait Mathieu, il n'y a pas un outil, il y en a plusieurs. Hein, ce sont plutôt même des outils complémentaires qui ont chacun leur vocation. En général, un auditeur, il a sous la main entre
entre 5 et 15 outils différents pour tester différents aspects, qui peuvent être des aspects visuels ou des aspects beaucoup plus techniques du site. Et il n'y a pas un outil d'abord qui fait tout, évidemment. Et comme disait Mathieu, il n'y a pas d'outil malheureusement complètement automatique qui évalue 100% des exigences et puis qui en plus vous fait la correction. Ça passe forcément par un contrôle manuel, parce que l'accessibilité, c'est beaucoup de bon sens dans le contexte. Quand on dit bon sens, j'ai horreur de ce mot-là, surtout qu'on me la sert à toutes les sauces en tant que designer, mais c'est beaucoup de pragmatisme surtout autour de cette exigence dans ce contexte, voici comment il faut l'interpréter. Et dans ce contexte, c'est bon ou c'est pas bon. Et ça, il n'y a aucun outil qui sait le faire, parce que c'est avant tout une question de raisonnement, en disant dans ce contexte, l'exigence est respectée, dans ce contexte, elle ne l'est pas. Donc on peut s'appuyer sur sa propre expertise et parcourir le code HTML, mais on peut aussi se faire aider par des outils qui vont accélérer l'analyse. C'est pour ça que le coût d'un audit, ça va dépendre d'abord du nombre de pages qu'on va mettre dans l'échantillon, bien sûr, mais ça va aussi dépendre de la complexité de ces pages-là. Quand vous avez que du texte et de l'image, ça peut aller relativement vite. Quand vous avez des contenus très interactifs, avec beaucoup de mises à jour partout dans la page, parce que vous avez un panier qui se met à jour, vous avez des trucs qui bip, vous avez des chatbots, forcément c'est plus long, c'est plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de richesse. Donc oui, c'est quelques milliers d'euros. C'est pas des coûts hallucinants par rapport au coût de réalisation d'un site web. Et puis derrière, c'est un plan de correction. Et pour anticiper une question qui a peut-être déjà été posée, combien ça coûte de corriger, ça dépend de votre état de départ. Quand vous êtes proche de quelque chose de satisfaisant, c'est pas énorme. Quand vous avez sorti un projet, que vous êtes à zéro et qu'il faut quasiment tout refaire, ça peut être très cher. C'est pour ça qu'on conseille de prendre le sujet très en amont durant la conception, plutôt que de ne rien faire durant toute la conception et de s'inquiéter du sujet 2 mois avant la mise en ligne en faisant un audit. Ça, c'est un très bon conseil. Oui. Je vais vous donner un exemple de pragmatisme pour que vous compreniez un petit peu quelquefois comment il faut aller penser les choses. Un jour, on nous avait demandé d'auditer un site de transport aérien. Et nous est arrivé à un moment donné où on nous donnait la possibilité dans les fonctionnalités de choisir sa place. Et donc, on avait accès à l'avion et chacune des places de l'avion était identifiée. Alors, au départ, elle n'était pas accessible au sens où on ne pouvait pas savoir si la place était occupée ou pas occupée. Donc, on leur a dit qu'il fallait faire le changement. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attendez, vous êtes bien gentil, mais vous me faites ça sur un avion, si c'est un A380, vous avez 500 places. 500 places, moi, je ne me vois pas parcourir les 500 places pour savoir si je vais trouver un package de 4 places contiguës qui correspondent à ma famille. Donc, dans ces cas-là, il y a aussi la logique de se dire, on peut éventuellement se dire que pour certaines personnes, comme moi, qui n'ont pas la vue, on leur propose un petit peu comme le loto, un loto flash, en disant, on vous choisit 3 places ou 4 places contiguës de manière à ce que vous puissiez avoir ce que vous voulez, sans que vous ayez à prendre le temps de regarder une à une toutes les places. Parce que, évidemment, c'est plus important pour moi de se dire que j'ai mes 4 personnes de manière contiguë, plutôt que d'aller chercher que c'est à tel ou tel endroit de l'avion. Voilà, il faut aussi aller dans le pragmatisme, et il y a plein de choses qu'on peut aller regarder de manière hyper simple. On dit toujours que les choses simples sont les plus efficaces. Et typiquement, parfois, voilà, trop de complexité, c'est pas toujours très efficace pour certaines catégories de population. Donc, pensez quelquefois à des solutions alternatives qui, plus est, à mon sens, seront utilisées par beaucoup plus d'autres personnes que seulement les personnes qui n'ont pas la vue. Juste quelqu'un qui a envie de gagner un peu de temps, je pense qu'il sera très content de cette proposition de valeur. C'est aussi ça, l'accessibilité. On dit toujours, l'accessibilité aujourd'hui, c'est une loi, c'est une contrainte. Et bien, franchement, regardez un petit peu dans notre monde aujourd'hui, les contraintes nous ont tous et toujours fait avancer. C'est grâce aux problèmes que l'on avance. Si vous ne prenez le problème qu'avec la difficulté, vous n'allez pas avancer. Par contre, si vous réfléchissez le problème en y intégrant une opportunité, là, vous allez saisir quelque chose. Je reviens sur l'exemple de Apple. C'est grâce au problème qu'ils ont été chercher une nouvelle potentialité de clientèle. Je pense qu'il y a énormément d'opportunités à aller chercher au travers d'un prisme sur l'accessibilité. Alors, sur la partie qui suit, là, vous allez nous parler de solutions, donc on va être très, très, très concret, mais avant de parler de solutions, on a parlé de coûts. Alors, j'aurais une autre question, est-ce que ça peut prendre beaucoup de temps aussi ?
Écoutez, on parle d'audit, c'est ça, ou on parle d'un projet? On est toujours sur le sujet d'audit, oui. Un audit, quand on ne nous en demande pas autant qu'en ce moment, c'est un délai à peu près d'une quinzaine de jours. Aujourd'hui, on est sur des délais un peu plus larges parce que voilà, la demande est extrêmement chargée, donc on n'est pas capable de répondre à tout en ce moment. Mais oui, en général, c'est à peu près une quinzaine de jours. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Michel. Oui, ça dépend du nombre de pages, ça dépend de la complexité d'accès aussi, hein. Quand on a des URL publiques, un mail avec voici l'URL suffit. Quand il faut configurer un PC sur un réseau, aller chercher le PC parce qu'on est dans des environnements ultra sécurisés, bah, ça peut être un peu plus long parce qu'il y a la logistique qui va avec. Mais oui, 15 jours, 3 semaines dans les cas les plus compliqués, avec des audits un peu étoffés, c'est un délai raisonnable. Ouais. J'ai quelques exemples de projets, on va dire, menés dans leur globalité entre une démarche initiée en avril et un résultat obtenu en novembre. On est capable de transformer, en tout cas radicalement, une entreprise plutôt assez grosse sur 9 mois. Et là, je ne vous parle pas que d'audit, hein, je vous parle vraiment de transformation. Mais parce que l'entreprise le voulait et s'en est donné les moyens. Donc c'est ça aussi, c'est au-delà de l'audit. Le temps de transformation d'un gros système d'information, je ne parle pas d'une entreprise, d'une petite entreprise, hein, je parle d'une entreprise avec énormément de contenus digitaux et de nature vraiment variée, et capable de se transformer dans une petite année. Et c'est là aussi tout l'intérêt d'organiser l'entreprise pour permettre la transformation rapide, hein. Je vais prendre un exemple que vous avez peut-être vous-même vécu, hein, mais vous externalisez dans la réalisation de votre service et puis dans le cahier des charges, vous aviez mis une ligne « Merci d'être compliant RG2A ». Le répondant, ils vont pas vous dire non, évidemment, ils vont dire oui, bien sûr, on le fait, de la même manière qu'ils répondent aux 200 ou 300 autres exigences. Et puis 3 ans après, il y a quelqu'un qui s'inquiète du sujet en disant, et au fait, vous avez pris en compte l'accessibilité. Et puis là, l'intégrateur vous dit, oh ben non, je sais pas, c'était un peu compliqué, on l'avait mis de côté, on l'a dépriorisé, etc., etc. C'est là où effectivement ça peut prendre beaucoup de temps parce que vous êtes dans des relations contractuelles au lieu d'être dans des relations positives qui consistent à dire ben, on a pris le sujet dès le début, on n'a pas grand-chose à faire, on n'est pas en résistance avec notre sous-traitant, on est plutôt dans une dynamique positive où tout le monde partage le sujet depuis le début. Alors, on va passer donc aux solutions et du coup, on a Aurélie aussi qui pourra intervenir. Je vous lis deux petits commentaires sur le fil du chat. Le premier, c'est « Des contraintes naît la créativité ». C'est une idée de base de l'innovation. Et un deuxième commentaire qui est « En effet, c'est un sujet d'expérience utilisateur, principe d'accessibilité universelle et de conception universelle qui est un énorme axe de progrès ». Et on en a un dernier qui dit « C'est pas un sujet, c'est le premier socle de l'expérience utilisateur ». Tout à fait. Quelques commentaires, Aurélie, pour après passer à l'axe solution. Vous avez des choses à nous dire? Effectivement, par rapport à un des commentaires, il ne faut pas voir ça comme une contrainte, mais pour une réelle opportunité. C'est vraiment tout à chacun qu'on peut avoir un handicap temporaire ou permanent, mais on peut aussi avoir un besoin de confort. On passe, et on le sait tous, depuis le premier confinement, on passe notre vie devant les écrans. On peut tous avoir à un moment donné une fatigue visuelle, on peut avoir des migraines. Et finalement, travailler sur l'accessibilité au sens large, ça amène du bien pour tout le monde, pour un meilleur confort, une meilleure qualité de vie au travail aussi. On parle des intranets. C'est vrai qu'on passe un certain temps devant nos outils métiers. Et c'est important qu'effectivement, il y ait cette ergonomie, comme le stipulait Michel, pour qu'effectivement, les salariés puissent travailler dans de très bonnes conditions. Alors, on va parler de solutions. Alors, assez brièvement sur les solutions, on va essayer de faire un petit paysage assez rapide. D'abord,
Je vous invite à faire une recherche sur les outils d'évaluation de l'accessibilité. Vous allez voir que vous avez beaucoup de lectures pour les vacances de Noël. Si tu veux bien, Jean-Pierre, passer au slide suivant. On les a regroupés en 4 catégories essentiellement, hein. Les outils de contrôle manuel, automatique, les assistants, et les outils plutôt de renforcement. Et Aurélie nous parlera de Facility, qui est un exemple de ces outils de renforcement. Si on regarde assez rapidement les outils de contrôle manuel, c'est de ce dont on parlait tout à l'heure quand on parlait d'outils d'audit. Globalement, un auditeur, il a plusieurs outils, une petite dizaine en général sous la main, hein, sur son audit. Ça peut être des extensions qu'on va rajouter dans les navigateurs et qui vont permettre de mettre en évidence dans le rendu la structure des pages, la présence d'alternatives aux images ou ce genre de choses. Ça peut être des logiciels qui poussent l'analyse un petit peu plus loin, à commencer par ce que Mathieu connaît bien aussi, hein, puisque je pense que tu es aussi utilisateur de synthèse vocale qui lit les pages en s'appuyant sur le code HTML et qui fait un peu ce que fait votre smartphone, hein, quand vous lui demandez de lire un SMS, avec cette particularité que quand le code est mal foutu, la synthèse, elle ne fait pas des miracles, elle lit n'importe quoi comme elle le trouve, hein. Et puis, vous avez toujours aussi comme outil possible les tests utilisateurs. On en fait assez largement pour tester, entre guillemets, l'appétence des utilisateurs et des clients aux produits qu'on vend. Depuis des années, il existe des tests de consommateurs sur des produits de type yaourt. On l'a largement étendu aux tests utilisateurs numériques en disant « Tiens, je te montre un service, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi ce qui te manquerait pour venir chez moi plutôt que chez mon concurrent. » Eh bien, faisons aussi des tests utilisateurs avec des personnes en situation de handicap pour affiner la copie et aller encore plus loin. Au-delà même de se mettre en conformité avec une loi, ça permet aussi de découvrir des besoins et des attentes particulières. Et là, Mathieu, avec ton exemple sur Apple, je crois que c'est le meilleur exemple qu'on puisse avoir aussi de découverte d'un besoin et création de nouveaux services dédiés à une population qu'on va aller chercher en disant ça c'est pour toi et on est le meilleur dans cette catégorie. Donc ça, c'est un premier type d'outil. Un deuxième outil, ce sont les outils de contrôle automatique. C'est souvent la question qu'on nous pose, ouais, est-ce qu'il y a des outils automatiques parce que c'est un peu compliqué. Oui, il en existe, et puis on n'y est pas opposé, loin de là, hein. Ce sont des automates qui vont parcourir du code HTML. Le premier truc, c'est que ça nécessite d'avoir fait de l'HTML. Donc ça veut dire que vous démarrez en milieu de projet, on va dire. L'accessibilité, pour nous, elle démarre bien avant le projet. Elle démarre à la conception même des services. Donc oui, il existe des outils automatiques qui s'appuient sur du code HTML, qui malheureusement sont assez limités puisque les automates ne savent pas analyser du contexte, ne savent pas raisonner comme un humain. Donc ils sont capables de dire j'ai trouvé une image et j'ai pas trouvé d'alternative, je sais que c'est une erreur. Par contre, ils sont pas capables de dire si l'alternative représente bien ce que l'image raconte. Et voilà, on ne sait pas avec un automate évaluer la plupart des critères. En revanche, nous, on les conseille tout de même, d'abord parce que ça te permet de se faire une première idée. Quand les robots voient tout rouge, c'est pas la peine de lancer des contrôles manuels approfondis, on a déjà fait des erreurs de base. Et puis quand le robot il voit vert aujourd'hui et rouge demain, c'est peut-être qu'il y a eu des dégradations dans la qualité du code et qu'il y a des interventions rapides à faire. Donc on les conseille, ce sont des outils qui sont appréciables. Jean-Pierre, si tu veux bien passer à l'assistant conception de contenu. Il y a une troisième catégorie qui consiste à se faire assister dans la conception des contenus. Basiquement, quand vous produisez des contenus, vous utilisez Word, InDesign par exemple, qui sont deux outils qui vous permettent de produire du contenu. Ce qu'on va vous demander, c'est de documenter les contenus. Vous produisez une image avec un logiciel graphique, très bien. Documentez aussi l'alternative aux images. Ne livrez pas que l'image, livrez les deux. On vous conseille aussi de vous rapprocher des fonctions natives qu'il y a dans les outils. Quand vous utilisez un Word, si vous faites gras 16 rouge pour dire qu'il y a un titre, ça reste un texte. Par contre, si vous utilisez un style de titre, c'est structuré. Et ça permet de faire, par exemple, une table des matières. Et ça permet effectivement de mieux naviguer et de mieux comprendre le document. Utilisez les fonctions natives de ces outils-là. Et puis, en général, l'éditeur documente les fonctions qu'il propose dans son outil. Et puis, il y a une quatrième catégorie, c'est ce qu'on appelle, entre nous, il n'y a pas de mot officiel, mais c'est le meilleur terme qu'on a trouvé entre nous, qui sont des outils de renforcement. Renforcement pour dire,
RG2A vous demande une accessibilité qui finalement est assez basique. Au sens où c'est le minimum, c'est le service minimum qu'on vous demande. Mais vous pouvez aller plus loin pour satisfaire vos utilisateurs. Vous pouvez mettre en place des préférences d'affichage. C'est ce qu'on fait aussi dans des produits assez classiques. Une fonctionnalité comme copier-coller, si vous prenez n'importe quel produit, vous avez 5 ou 6 manières différentes de faire des copier-coller. Typiquement, faites des préférences d'affichage. Adaptez-vous dans les fonctionnalités aux besoins spécifiques des utilisateurs. Et puis, ça nous avait semblé intéressant de vous proposer une démo de Facility qui s'inscrit dans cette optique d'aller renforcer l'accessibilité d'un site en manipulant pour aller plus loin dans les préférences d'affichage. Jean-Pierre, si tu veux bien. Aurélie, s'il te plaît. Merci Michel. Donc Facility effectivement est un outil, donc une solution d'inclusion digitale. On veut offrir une meilleure expérience utilisateur, offrir un meilleur confort. On va adapter l'affichage d'un site internet pour offrir et personnaliser les besoins réels de l'usager. C'est-à-dire que si je vais avoir un trouble visuel, j'ai besoin d'adapter mon affichage. On va offrir ce confort, on va offrir pour une meilleure expérience utilisateur. Jean-Pierre, tu peux passer la seconde slide, parce qu'on ne va pas reparler des chiffres, qu'aujourd'hui, on peut mieux faire, comme disaient très bien Michel et Mathieu sur le sujet, sur l'inclusion digitale. Pour mieux comprendre, je vous ai mis quelques photos, quelques images. Alors, je vais les décrire. La première image concerne le daltonisme. Alors, il faut savoir qu'une personne qui est atteinte de daltonisme aujourd'hui, soit voit difficilement ou pas du tout les couleurs telles que le bleu, le rouge et le vert. Donc, elle peut rater des informations qui peuvent être essentielles sur un site administratif ou un site e-commerce. Une personne qui est atteinte de cataracte, donc, va avoir un voile lumineux clair qui fait qu'elle va mal percevoir les informations. Et enfin, la dernière photo, c'est la DMLA, donc c'est le fait d'avoir des points noirs à certains endroits de la vision et qui empêchent finalement d'avoir une bonne visibilité sur les informations. On peut passer à la slide suivante, merci. Et pour compléter ce que tu disais, le daltonisme, c'est 0% des femmes, mais 8% des hommes, c'est un chiffre qui est assez énorme. Et souvent, effectivement, on fait cet exercice avec les clients de dire on a fait ce design-là parce que 8% des hommes sont daltoniens. Et en général, une fois sur deux, il y en a toujours un qui lève la main dans la réunion en disant « Ah ouais, c'est mon cas ». Systématiquement, dans les équipes ou même dans la société, on connaît tous une personne qui est atteinte effectivement de daltonisme. On peut revenir sur la slide juste avant, parce que du coup, je n'ai pas pu la détailler pour les personnes. Vous avez vu donc, je vous ai mis dans la peau d'une personne atteinte de dyslexie, c'est-à-dire que comment aujourd'hui, une personne qui est atteinte de dyslexie, qui concerne des millions de personnes en France et dans le monde, perçoit un texte. Alors, en fait, elle va avoir une information, c'est-à-dire qu'elle voit visuellement une information, mais le cerveau va réinterpréter cette information. Et là, en fait, je vous ai mis un peu dans la peau d'une personne dyslexique et vous voyez que c'est très complexe à comprendre un texte. Donc, du coup, la personne, elle va capter grosso modo 25% du contenu d'un texte. Autrement dit, elle va comprendre très, très peu d'informations à la lecture. On peut passer à une autre problématique sur la slide suivante, qui est la problématique d'une personne qui ne va pas pouvoir avoir un geste précis. Alors, soit, si on reprend l'exemple de Michel, parce qu'on va au ski et on se casse le bras, ou bien encore parce qu'on est atteint d'une maladie telle que la maladie de Parkinson, qui va finalement m'empêcher d'avoir un geste précis. Si on anime l'animation, on voit qu'effectivement, par les tremblements, Jean-Pierre, si vous pouvez animer le petit bouton, juste pour montrer qu'une personne qui est atteinte de tremblement va difficilement pouvoir cliquer sur la zone de clic qui l'intéresse. Et donc, du coup, elle va se retrouver bloquée, pouvoir naviguer en tout confort sur le site Internet. On peut passer à la slide suivante. Alors, Facility a été co-construit avec les plus grandes associations référentes sur le handicap visuel avec l'UNADEV, le handicap moteur notamment avec l'APS, France Parkinson, mais aussi la Ligue contre la sclérose en plaques. On a également travaillé sur tout ce qui était des troubles cognitifs avec des chercheurs de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et la Moelle-Épinière à Paris. On est parti vraiment des besoins réels. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de savoir quelles étaient les problématiques d'usage des internautes par rapport à leur trouble ou leur handicap.
qu'est-ce qui pose des problèmes et comment la technologie, l'innovation peuvent venir en aide à ces types de troubles ou de handicaps. On reprend l'exemple tout à l'heure qu'avait cité Mathieu, l'exemple de la télécommande. À la base, elle avait été effectivement construite pour des personnes en situation de handicap moteur. Aujourd'hui, on l'utilise tous et on ne se poserait même pas la question de savoir comment elle avait été pensée et construite. Donc, c'est pour montrer que aujourd'hui, un outil innovant tel que Facility va vraiment permettre un meilleur confort pour tous, une meilleure expérience utilisateur, quel que soit qui on est. J'aime bien les sous-tons venez comme vous êtes et on va s'adapter à vous. C'est un peu voilà l'objectif et l'ADN de notre solution, c'est d'offrir ce confort, cette expérience utilisateur, ce petit plus qui va permettre voilà d'avoir un site plus agréable et plus confortable où on va pouvoir naviguer correctement. Donc, du coup, avec les associations, on a co-construit cette solution Facility. Ici, on voit sur cette slide donc, notre bibliothèque avec 20 profils préenregistrés. Donc, on va avoir différentes catégories pour répondre à l'ensemble des usagers. La vision, le mouvement, le cognitif, le trouble temporaire, puisque, encore une fois, notre outil, c'est vraiment un outil de confort. On veut que tout le monde puisse l'utiliser et avoir le confort qui lui correspond. Alors, certes, on n'est pas exhaustif, hein, comme l'expliquait aussi Michel. Voilà, c'est l'ensemble des outils et d'une gestion de projet avec un sens réel pour améliorer le confort pour tous. On peut passer à la slide suivante. Alors, voilà, je vous ai fait quelques exemples avant-après. Donc, la malvoyance. Donc là, on voit sur l'écran de gauche donc un site classique et sur l'écran de droite, comment on a adapté donc l'affichage pour offrir ce confort. Donc, on est passé d'une police de 10 à 32 pixels. On joue également sur les nuances de couleurs pour qu'effectivement, une personne qui est malvoyante puisse avoir l'ensemble des informations malgré son trouble, sans pour autant casser le site Internet. Hein, c'est une surcouche qui vient s'ajouter sur votre site Internet. C'est un vrai travail humain hein, qui est fait derrière, hein, ce n'est pas de l'automatisme Facility. On a une équipe technique qui œuvre pour réaliser l'ensemble des masques sur mesure. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît, Jean-Pierre. Là, on voit un autre type d'exemple, donc la maladie de Parkinson. Donc, quand on n'a pas de geste précis, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a trouvé une solution en R&D avec notamment France Parkinson. Donc, sur l'écran de gauche, c'est le site classique, et sur l'écran de droite, donc c'est le site qui s'est réadapté pour répondre aux besoins de l'usager. Donc, chaque zone de clic a été espacée, élargie, pour offrir cette autonomie et ce confort pour une personne qui n'aurait pas un geste précis. On peut passer sur une autre slide également. Alors voilà, la dyslexie, donc comme je vous le montrais tout à l'heure, quand on a vu la slide de ce que représente, de ce que voyait une personne atteinte de dyslexie, donc là c'est sur l'écran de gauche on voit l'écran classique et sur l'écran de droite comment l'écran s'est adapté pour répondre à la problématique d'une personne dyslexique. Donc pour ça on a travaillé avec la R&D, avec donc les chercheurs de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et la Moelle-Épinière, qui nous ont donné donc les moyens pour une meilleure compréhension, notamment avec des aides à la lecture. Donc, on a notamment mis des gommettes de couleur sur les lettres qui nous posaient problème. On espace les mots, on espace les lettres. On change aussi la typologie de texte, la calligraphie, pour avoir une écriture la plus simple possible. Et grâce à ces aides à la lecture, on augmente le niveau de compréhension jusqu'à 85%. Donc, les aides à la lecture sont réellement bénéfiques pour une personne qui est atteinte de dyslexie. Alors, on a justement une question dans le chat. Existe-t-il des retours utilisateurs, notamment... alors, attendez, parce que du coup, il y en a plusieurs. Bien sûr. Je n'arrive plus à lire. Alors, est-ce qu'il y a des retours utilisateurs de la part, notamment avec des personnes malvoyantes ? Alors, pour les personnes malvoyantes avec l'ensemble des troubles, bien évidemment, nous, on fait des retours d'expérience. Hein, chaque fois, avec nos associations référentes, on travaille avec elles pour encore perfectionner Facility. Oui, tout à fait. On travaille avec une communauté de différentes associations pour améliorer notre outil au quotidien. Alors, on ne couvre pas tous les troubles, certes, puisqu'il y a déjà des outils qui sont aussi tout efficaces. Hein. Tout à l'heure, Michel citait des lecteurs audio pour les personnes déficientes visuelles ou aveugles. Il y a également des outils, on n'en parle pas aujourd'hui, mais pour les personnes malentendantes ou sourdes. Voilà, il y a déjà des outils très efficaces. Nous, on couvre un maximum de types de handicap, mais on n'est pas à 100%, on ne couvre pas à 100% les différents types de handicap.
Alors, il y a une autre question qui, à mon avis, fait plus appel au comment ça fonctionne. Si je suis dyslexique ou que j'ai une DMLA, je dois trouver une solution sur mon ordinateur et qui marchera tout le temps, y compris pour faire du Word, ou ne visiter que les sites avec Facility. Alors nous, notre solution, c'est une solution plug and play qui va s'implanter sur les sites internet équipés ou les intranets. Word est du domaine de Microsoft et Microsoft a des solutions également dédiées sur le sujet. Chaque organisme ou chaque ensuite entreprise, en Microsoft ou Acrobat Reader, a aussi des solutions d'accessibilité sur le sujet. Après, l'idée, effectivement, d'une solution de renforcement, c'est de compléter le dispositif. Hein. C'est pas de remplacer la démarche de mise en conformité préconisée par le RG2A. Ça nous semble intéressant de compléter dans cet exposé la vision. Voici ce que le RG2A vous demande. Vous pouvez aller aussi plus loin. Il y a des solutions qui existent pour le faire. Donc, l'idée est de dire... Voilà le paysage, entre guillemets, du marché. Il y a des outils de contrôle manuel, des outils de contrôle automatique, des assistants qui vous permettent, quand vous concevez les contenus, de vous aider à faire mieux, ou en tout cas de prendre en compte autant que possible l'accessibilité dans le travail que vous faites. Et puis, il y a d'autres outils, et celui-là en est un. Donc voilà, l'idée, c'est de faire un tour d'horizon de tout ce qui se trouve sur le marché aujourd'hui, sans prétendre effectivement remplacer la démarche RG2A avec un outil quel qu'il soit. Tout à fait. Et nous, d'ailleurs, notre vocation, encore une fois, c'est vraiment, on ne se base pas sur la norme RG2A. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'offrir du confort, d'offrir une meilleure expérience utilisateur pour l'ensemble des internautes. Le RG2A existe et c'est très bien. Nous, on va venir en complément de ce que peuvent faire les entreprises ou les administrations sur le sujet. On peut passer à la slide suivante. Donc, comme je vous le disais, Facility, c'est vraiment de l'humain derrière, hein, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, ce n'est pas un bouton magique, il y a vraiment du travail humain qui est effectué en France, à Limoges, puisqu'on parlait aussi de faire travailler la France. Donc, on réalise un audit de compatibilité, donc ce n'est pas un audit de conformité, on n'est pas sur est-ce que vous êtes conforme au RG2A, puisqu'il y a des cabinets spécialisés tels que Urbilog ou CGI. Nous, on va être sur un audit sur est-ce que notre solution elle est bien compatible avec votre site internet et combien il nous faut de temps homme pour réaliser les masques sur mesure, parce que pour chacun de nos clients, on va adapter l'affichage et la navigation. On peut passer à la slide suivante. Pour l'utilisateur, donc comment ça fonctionne pour répondre notamment à la question du chat, en fait, c'est très simple. Vous allez avoir un bouton qui va s'intituler Facility ou Inclusion numérique. Vous cliquez sur ce bouton et de là, en fait, vous allez pouvoir créer, choisir, sélectionner votre affichage par rapport à vos propres besoins et immédiatement, l'affichage du site va être transformé pour répondre à vos propres besoins de confort. Très bien. Je voulais faire un petit retour par rapport à mon expérience personnelle. Comme je vous l'ai évoqué, j'étais malvoyant avant d'être aveugle. La première chose que j'ai faite quand j'étais malvoyant et que j'avais un ordinateur dans les mains, c'était de transformer mon affichage. Alors à l'époque, j'étais ce qu'on appelle photophobe, c'est-à-dire que la lumière m'éblouissait. Et donc en gros, ce que je faisais, c'est que je demandais, alors à l'origine, c'était plutôt à Windows que je demandais ça, parce que ça n'existait pas encore sur les sites Internet, mais c'était de transformer, par exemple, tout ce qui était fond blanc en fond noir. Et du coup, l'écriture qui était en blanc à l'origine, enfin l'écriture qui était en noir plutôt en clair. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire que quand on est en situation de handicap, en fait, on a énormément de variétés, parce que je l'ai vu évoluer au fur et à mesure de mes années, et c'est de se dire qu'effectivement, on a besoin parfois d'adapter le contenu à sa propre difficulté. Et qui peut évoluer non seulement dans le temps, mais dans la journée. C'est-à-dire que le matin, on peut être plus en forme et plus à l'aise, et le soir, plus fatigué. Donc voilà, ce sont des outils qui, pour moi, sont très complémentaires, qui ne remplacent pas une accessibilité au sens accessibilité RG2A, mais qui peuvent être complémentaires pour tout simplement aider l'utilisateur à se rendre, qui sont plus à l'aise avec les interfaces, en fait. C'est exactement ça, c'est de permettre de personnaliser un affichage en fonction de ses besoins à un instant T également. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans le tout numérique et dans le tout digital, et c'est vrai que le soir, moi, honnêtement, j'ai du mal avec les écrans lumineux, et maintenant, systématiquement, dès que je le peux, je mets le mode sombre, le dark, sur un site internet pour éviter des migraines ou des fatigues visuelles, parce que j'en ai besoin à un instant T. Et c'est vraiment, voilà, ça, la complémentarité
de solutions qui va permettre d'offrir un confort, une meilleure expérience utilisateur, quelle que soit la problématique ou le trouble que peut avoir l'internaute aujourd'hui. Mais c'est important d'offrir ce confort, surtout dans l'actualité laquelle on vit, on le sait tous. Alors, très bien, merci. On a une dernière partie avec une conclusion ensuite et qui est importante puisqu'on est sur handiachat.com. C'est de révéler qu'il y a de l'expertise dans les entreprises adaptées sur ce sujet-là. Donc, vous allez nous en parler. Donc, Michel, si vous voulez bien nous introduire. Alors, c'est peut-être même Mathieu. C'est plutôt moi, je pense. Je vais laisser la parole à Mathieu, oui. Voilà, tout à fait. On le rappelait tout à l'heure, hein. Mathieu, vous êtes chez Urbilog et vous avez aussi compétences dans vos activités, donc vous allez nous en parler là. En fait, Compétence est on va dire une entreprise qui est issue d'Urbilog et de l'expérience que l'on avait en disant on travaille sur le monde du handicap depuis 15 ans, mais en fait, on n'intègre pas énormément de personnes handicapées dans nos équipes et on a voulu faire l'inverse parce qu'on s'est dit, c'est une réflexion personnelle au départ, mais le digital, c'est vraiment un super outil qui permet d'intégrer le handicap, quel qu'il soit, à la fois dans le monde professionnel, social et culturel. Donc, parti de ce principe-là, on a décidé d'aller chercher les talents qui sont souvent au bord de la route, parce qu'il y a encore 500 000 personnes au chômage qui sont en situation de handicap, on le sait tous, et d'aller les chercher en disant, mais est-ce que vous n'avez pas les talents dans le domaine du numérique? Donc, on a mis en place un certain nombre de formations avec des partenaires, et on a travaillé à permettre à un certain nombre de personnes en situation de handicap de pouvoir être compétents sur les métiers du numérique. Alors, je pense qu'il y a une slide dans laquelle je vous ai présenté un petit peu tout ce qu'on fait. Alors, on n'est pas exhaustif, on est encore relativement peu nombreux. Compétences aujourd'hui est une trentaine, on est une trentaine de personnes. On a des ambitions pour être beaucoup plus nombreux parce que je pense qu'il y a énormément de personnes à aller chercher qui aujourd'hui ignorent leur capacité à pouvoir travailler sur les métiers du numérique. Et donc, l'idée pour nous, c'est d'aller les chercher pour les aider à se prouver à elles-mêmes qu'elles ont cette capacité et surtout aussi prouver à nos partenaires, les entreprises avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui, que intégrer le handicap, c'est pas forcément quelque chose d'incompatible, même par rapport à ce qu'il en est en général fait état, parce que bien souvent, les entreprises ont du mal à intégrer le handicap dans leurs entreprises. Les 6% sont quand même très compliqués à atteindre pour un certain nombre d'entre elles. Et nous, l'idée, c'est tout simplement d'essayer de les aider au travers d'un métier qui est forcément le leur aujourd'hui, parce que qui n'a pas un service numérique dans son entreprise? Je pense qu'aujourd'hui, c'est illusoire. Même des PME sont obligés d'avoir des responsables sur le sujet. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des talents et de les proposer. Alors, sous différentes formes, hein. On a, on va dire, une première partie qui est ce qu'on appelle un centre de compétences, c'est-à-dire que des personnes qui travaillent depuis notre centre de service, depuis chez nous, depuis nos locaux. Alors, évidemment, depuis peu, c'est plus nos locaux véritablement, parce qu'on fait ça aussi en télétravail, ce qui a été d'ailleurs une gageure, parce que c'est pas forcément si simple que ça de passer d'un écosystème bureau à un écosystème. On est tous en individuel chez soi avec ses propres difficultés et sans un accompagnement. Donc on a effectivement beaucoup accompagné nos profils. Et on a deuxième offre, entre guillemets, qui est la possibilité de faire ce qu'on appelle de la délégation d'expertise. C'est-à-dire qu'en fait, nos talents sont dans les entreprises de nos partenaires physiquement, alors quand ils le peuvent aujourd'hui, ou en télétravail, mais travaillent dans leurs équipes, avec leur écosystème digital. Alors, c'est vraiment une gageure parce que c'est pas si simple que ça, et contrairement à ce que l'on peut penser, c'est pas parce qu'on nous envoie ou on est référencé chez certains de nos partenaires et qu'ils nous envoient leurs demandes. Ça, malheureusement, ça marche pas, je le vois tous les jours. J'ai des appels, des appels d'offres en disant voilà, on recherche le mouton à 5 pattes, hein, qui sait tout faire, qui a 5 ans d'expérience, qui est pas cher et qui maîtrise sur les bouts des doigts toutes les technologies, qui est complètement autonome et voilà, multi-sachant. Alors ça c'est ce que rêvent d'avoir tous les managers. Malheureusement, c'est pas la réalité. Si les personnes sont chez nous, c'est qu'à un moment donné, il faut les accompagner. Et la clé du succès est justement là-dedans, c'est de bien écouter leurs besoins et de savoir que sur leur terrain, leur territoire, ils vont être performants. Je vais prendre quelques exemples concrets. On a intégré une personne autiste Asperger il y a quelques années
C'était l'un de nos premiers salariés. J'avais un bac plus 8, le rêve sur le papier. Sauf que vous lui demandez de prendre un café avec vous, c'est juste impossible, parce que c'est quelqu'un qui, un, n'aime pas le café, donc il ne va pas prendre un café avec vous, et deux, il est incapable d'avoir une discussion telle qu'on peut l'avoir dans les pauses café, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous poser de questions, il va juste être en attente, et éventuellement que vous lui posiez une question. S'il va vous répondre, il va vous répondre de manière très particulière. Alors, je vais vous donner un exemple. Derrière, je ne sais pas, quelqu'un est en train de déménager. Si vous pouvez couper le son, ce serait pas mal. Et donc, une fois, j'ai un de mes partenaires qui interrogeait Samuel de dire, voilà, j'avais donné un petit peu de billes en disant, voilà, il est en train d'écrire un livre sur la théorie de la relativité générale. Et donc, le partenaire lui pose la question, écoute Samuel, moi j'y connais rien en relativité générale, est-ce que tu peux m'expliquer? Réponse de Samuel, oui, je peux. Sans relance, évidemment. Et donc, c'est toute cette nuance. Et à côté de ça, aujourd'hui, Samuel fait partie d'une grosse société. Il est dans les équipes d'OVH en tant qu'intelligence artificielle. Donc, il fait de la data analyse. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui n'avait pas de boulot quand il est arrivé chez nous. Il était au chômage alors qu'il avait un bac plus 8. Et aujourd'hui, il s'éclate dans ce qu'il fait. Et l'entreprise est super intéressée par sa vision des choses, parce qu'évidemment, il a une approche qui est différente de celle de ses petits camarades. Voilà, on a plein d'histoires comme ça qu'on peut raconter. Alors, on vous a mis quelques sujets sur lesquels on est en capacité d'apporter on va dire des compétences. Elle va s'étoffer, évidemment. Et à la limite, moi, mon challenge, alors on vous a toujours dit que la contrainte générait la créativité. Posez-nous des challenges et on va essayer d'y répondre. Parce que je pense que le monde du handicap, c'est aussi ça, c'est d'y répondre à ces fameux challenges. Et on est parti pour ça et on veut y aller. Donc ça, c'est vraiment l'esprit dans lequel on a travaillé ça. Et alors, je voulais arriver aussi, parce qu'on parle d'accessibilité numérique depuis tout à l'heure. Donc là, je vous ai parlé d'emploi, c'est-à-dire que oui, c'est un sujet qui peut faire aussi de l'emploi. Et en fait, on s'est posé la question de, nous, notre métier d'Urbilog, c'est de l'accessibilité numérique. Donc, quoi de mieux que d'aller chercher des personnes qui sont elles-mêmes en situation de handicap pour tout simplement pouvoir apporter leur vision, leurs difficultés dans le cadre d'une analyse et d'un accompagnement accessibilité. Et donc, on a mis en place une offre qui s'appelle Handy Tested, qui est de se dire, voilà, faisons tester vos services par des vraies personnes en situation de handicap. Pas forcément nos salariés d'ailleurs, il y en a certains qui le font, mais ce n'est pas forcément nos salariés, mais en tout cas des personnes qui sont vraiment dans la situation. Et au-delà de respecter un référentiel tel que le RG2A, qu'on a pu évoquer tout à l'heure, c'est de se dire concrètement comment une personne qui est en situation de handicap, qu'elle soit visuelle, qu'elle soit sourde, qu'elle soit déficiente motrice ou autre, appréhende vos univers digitaux. Et c'est toujours un regard intéressant parce que voilà, ça permet de mettre en exergue, un petit peu comme les tests utilisateurs que l'on fait dans une démarche UX aujourd'hui, de se dire ça peut vous apporter une certaine lisibilité à la fois de votre offre et de vos services. Et je trouve que c'est intéressant de faire travailler les personnes qui sont les plus concernées sur le sujet. Et donc voilà, c'était une façon pour nous intelligente, de donner du travail à des personnes qui n'en avaient pas, de les former, parce qu'évidemment, c'est des gens qui n'ont pas forcément la formation initiale sur le sujet, et petit à petit, de leur faire comprendre qu'elles ont un vrai talent à exploiter et qu'on n'est ni plus ni moins, nous, on va dire, un ressort. On va appuyer sur des ressorts et on va les permettre de s'exprimer et de s'épanouir dans leur métier, parce que la première chose que les personnes en difficulté liées à un handicap ont eu, c'est des difficultés à trouver un emploi. J'ai été la première à en souffrir quand je suis sorti d'une école de commerce, où ma première question, c'est de dire, mais est-ce que je dis que je suis malvoyant ou pas? Et en fait, les structures qui m'accompagnaient à l'époque me disent, mais attendez, Bac plus 4, nous, on n'a pas l'habitude. Donc, faites comme vous voulez. Mais c'est compliqué, même pour moi qui partais avec plutôt un avantage en ayant, on va dire, un bagage au départ, c'était pas simple. Et aujourd'hui, c'est assez amusant parce que je travaille pour beaucoup de grandes sociétés, mais je pense que la majorité des sociétés pour lesquelles je travaille ne pourraient pas m'intégrer directement dans leur service parce que leur système d'information ne m'est pas accessible. Donc, je peux travailler pour eux, j'ai les compétences requises, mais je n'ai pas la capacité à intégrer les espaces digitaux
qui sont aujourd'hui dans la majorité des grandes entreprises. Donc voilà, c'est tout un sujet passionnant où on essaye de faire en sorte de permettre à des personnes qui ont eu des difficultés, notamment liées à leur handicap, d'intégrer l'emploi via les métiers du numérique. Et notre objectif, c'est se challenger avec vos services en disant, mais vous avez probablement des opportunités. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut le prendre de manière spécifique parce qu'on ne rentre pas dans les cases de la même façon que tout le monde. Je veux dire, moi, je ne suis jamais rentré dans une case. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé cette case. J'ai créé des entreprises, j'ai créé mon écosystème qui fait qu'aujourd'hui, je peux m'épanouir et je peux être autonome et je peux diriger une société. Créez des cases et vous allez voir que vous allez faire rentrer le handicap chez vous. Et à mon avis, vous allez faire rentrer beaucoup plus que le handicap. Mais en l'occurrence, si vous voulez le faire rentrer, il faut sortir des cases que vous avez aujourd'hui, parce que malheureusement, le handicap ne rentre pas dans les cases. C'est une certitude, et c'est une façon d'appréhender les choses. Il faut que vous fassiez l'effort d'aller nous chercher et nous rencontrer. On ne peut pas se dire qu'on va rentrer chez vous sans que vous ayez fait un minimum d'efforts pour qu'il y ait une rencontre. C'est évident. Par contre, je vous assure qu'il y a des formidables histoires à écrire, et surtout, vous avez des super talents à aller chercher. Parce que autant vous dire que des Bac plus 8 sur le marché, il n'y en a pas tant que ça, surtout sur le milieu de l'intelligence artificielle. Je prenais l'exemple de Samuel, mais j'en ai d'autres. Dans le domaine de l'informatique, on cherche souvent des talents, il y en a. Donc c'est aussi à vous de vous ouvrir sur le sujet. On peut vous y aider, et c'est vraiment notre objectif que de vous y aider. Il y a plein de façons de pouvoir le faire. Il y a des contrats de plein de sortes différentes. Et je ne vous ai pas évoqué quand même quelque chose qu'on aurait pu évoquer, mais ce n'est pas vraiment mon cheval de bataille, c'est qu'en plus de ça, il y a des avantages financiers là-dessus, parce que l'AGFIP, en fait, l'écosystème, on va dire global, vous permet en fait de diminuer, on va dire d'à peu près 30% la facture qui est émise par une entreprise adaptée. Juste pour information, il y a à peu près 1000 entreprises adaptées en France, il y en a une trentaine maximum sur les métiers du numérique. Donc voilà, on n'est pas nombreux, on a envie de grandir, mais on ne pourra grandir qu'avec vous. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est un écosystème encore de petites structures aujourd'hui. Et donc voilà, à vous de faire en sorte que vous puissiez intégrer non seulement la petite structure, ce qui n'est déjà pas toujours facile pour vous, mais en plus des spécificités qui vont vous challenger, mais qui vont vous apporter, à mon avis, beaucoup plus que ce que vous ne pouvez imaginer au départ. Alors, je suis un peu passionné sur le sujet, vous avez bien compris, donc n'hésitez pas à poser des questions. Alors, dans ce que vous dites, Mathieu, du coup, je réagis et on attend que les gens posent. Évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Quelque part, vous avez parlé d'état d'esprit, c'est-à-dire que les collaborations doivent effectivement se faire sur des choses qu'on connaît et des besoins, mais il y a aussi un état d'esprit qu'il faut apporter. Et ce que disait la table ronde précédente, c'est que finalement, quand les collaborations se mettent en place, on parle de valeurs, on parle d'état d'esprit, mais peut-être que pour rassurer les gens qui nous écoutent, tout ça se traduit aussi de manière contractuelle à la fin, quand on s'est bien compris et qu'on s'est mis d'accord. Ah bah de toute façon, on n'est ni plus ni moins qu'une entreprise normale, qui avait le statut ordinaire, et on travaille sur le plan purement opérationnel de deux manières différentes, soit au forfait, soit en délégation d'expertise. Donc on n'est ni plus ni moins qu'une entreprise classique, si ce n'est qu'on a des profils qui sont extraordinaires. Et puis sur des sujets, le numérique, on est sur des sujets avec beaucoup d'opportunités. En fait, il faut aller les chercher. C'est aussi ça le message peut-être à passer aux entreprises. Ah bah c'est sûr qu'il faut s'adapter l'un à l'autre. C'est pas à l'entreprise de faire tout, c'est pas à la personne en situation de handicap de faire tout le chemin, c'est aux deux de se rencontrer. Et malheureusement, si l'un ou l'autre, parce que ça va dans les deux sens, ne font pas cet effort, il n'y aura pas de rencontre. Je vois beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui nous disent « mais nous, on aimerait bien travailler avec le monde de l'entreprise adaptée ». Comment faire ? La première chose, c'est peut-être de se dire qu'il y a certains process qu'il faut revisiter pour permettre à des personnes qui ne rentrent pas dans les fameuses cases dont on a parlé tout à l'heure et qui ont pourtant les talents. Je veux dire, moi, j'en vois tous les jours des gens qui ont des talents, mais qui n'arrivent pas parce qu'ils sont sourds et qu'il faut communiquer. Aujourd'hui, les personnes sourdes sont en grande difficulté dans les entreprises parce qu'on porte des masques. Et donc, elles font de la lecture labiale. Comment on fait ? Et donc, voilà, on a été chercher des masques transparents, on a été chercher
des outils comme celui qu'on aurait d'ailleurs pu mettre en place ici pour transcrire en texte l'ensemble des paroles qui sont exprimées lors de cette conférence, qui va être d'ailleurs le cas en post-prod. Il y a plein de solutions, mais si on ne se pose pas la question, on ne trouvera pas les solutions. Et pareillement, je dis à toutes les personnes qui me rencontrent et qui sont en situation de handicap, notamment dans mon entreprise, je dis, si tu ne me demandes pas, si tu ne me dis pas quels sont tes besoins, moi, je ne peux pas te l'apporter. Et donc, c'est aussi ça, c'est aussi de dire à des personnes qui sont en situation de handicap et qui ont une espèce de chape de plomb par rapport au monde du handicap, c'est-à-dire qu'ils essayent à tout craint de le cacher, de se dire, mais non, en fait, je peux aussi en faire une force. Je suis le meilleur exemple. Aujourd'hui, je dirige une boîte, alors que franchement, au départ, je n'avais pas toutes les armes. Et aujourd'hui, je m'éclate dans ce que je fais parce que j'ai trouvé un écosystème dans lequel mon handicap est devenu une force. Mais aller chercher les forces des uns et des autres, c'est surtout ça. De toute façon, ça le vaut pour tout le monde, en fait. Sauf que dans le monde du handicap, il faut peut-être aller au-delà de ce qu'on avait pu penser au départ. Après, pour renchérir aussi avec une anecdote, ne serait-ce que connaître pour échanger, pour être sensibilisé, pour démystifier aussi des idées reçues sur le handicap. Moi, pour raconter une anecdote, on avait un projet où on parlait d'accessibilité aux clients et il disait je vois pas trop ce que vous voulez dire, je comprends pas. Je fais ok, si tu as besoin d'une démo, moi je connais un gars là au 2e étage qui est non-voyant, on peut organiser une démo. Et au final, de 3-4 personnes concernées dans la discussion, quand on a annoncé la démo, c'est tout l'étage qui est venu voir la démo pour mieux comprendre ce que c'était, mieux comprendre les difficultés qu'on pouvait avoir quand la conception n'était pas respectueuse des normes. Et ça a créé un engouement. Le simple fait de faire une heure de démo. Et du coup, ça crée une dynamique positive en disant « Ah ouais, finalement, je vois bien que le service que je m'apprête à lancer, j'exclus moi-même une partie de mon auditoire en faisant tout ça. Et puis, j'ai une meilleure oreille, je suis plus attentif pour maintenant le faire vraiment. » Donc après, ce n'est pas le but des entreprises adaptées que de faire que des démos, mais ça peut être aussi une manière de se faire connaître aussi en disant venez montrer les difficultés que vous rencontrez, et quelque part, ça a pour effet d'impulser une dynamique positive. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans l'audience. Tout à l'heure, en attendant qu'il y ait peut-être une question ou deux, tout à l'heure, je vous entendais parler de daltonisme, par exemple. Et j'ai réussi à faire la blague chez Facebook et j'ai demandé aux équipes de Facebook RH qui sont sur l'inclusion, parce que leur chef leur a demandé de mettre toutes les équipes de Facebook du monde entier sur le sujet et je leur ai demandé pourquoi le logo de Facebook était bleu. C'est l'autisme. En fait, pardon ? Je pense que c'est l'autisme. Alors en fait, c'est parce que je crois qu'il est daltonien à Mark Zuckerberg et qu'en fait c'est la couleur qui pour lui est la plus évidente. Voilà, petite blague que j'ai réussi à faire chez eux, j'avoue que j'aime bien la raconter. De faire prendre conscience en fait que c'est autour de nous, ça peut nous concerner tous, et que du coup il faut embarquer tout le monde sur ces sujets-là. Et c'était très important aussi que vous soyez là, Mathieu, aujourd'hui, parce que souvent les donneurs d'ordre peuvent avoir des a priori en fait sur les compétences par rapport au secteur handicap. Et ce sujet-là, il faut le casser par des exemples et des témoignages comme les vôtres. Donc c'était important que vous soyez là pour ça. Et de montrer aussi qu'il y a votre capacité à innover, c'est-à-dire ce que vous ne savez peut-être pas faire aujourd'hui clé en main, comme souvent on le demande aux entreprises, vous êtes capable d'aller le chercher et de monter en compétence sur ces sujets. Au-delà de ma propre personnalité, je vais vous donner 3 noms de personnes. Et vous allez vite comprendre que le monde du handicap, ce n'est pas non plus que ce que l'on pense. Si je vous prends George Lucas, Albert Einstein et Bill Gates, d'après vous, de quoi souffrent-ils ? Ils sont tous les 3 autistes. Autistes, ouais. Moi, ce qui me fait marrer, parce qu'on dit toujours le monde du handicap, c'est socialement c'est très dévalorisé. C'est quand même le gars le plus riche du monde. Hein. Pendant des années, en tout cas. Il a été détrôné récemment, mais je veux dire, si Albert Einstein n'avait pas été autiste, il n'aurait pas juste inventé
ce qu'il a inventé parce que quelqu'un qui est autiste réfléchit out of the box. C'est très clair, moi je le vois tous les jours avec mes collaborateurs. Ils ont une autre façon de voir les choses, mais très clairement. Et ils vous surprennent parfois mais par des questions, mais qui sont d'une... Enfin, c'est d'une évidence, mais vous dites, mais pourquoi j'y ai même pas pensé? Parce qu'en fait, on est tellement dans nos schémas qu'on ne voit plus les choses. C'est hallucinant d'ailleurs de se dire ça. Et donc, voilà, c'est aussi des gens qui peuvent vous révéler des choses qui peuvent paraître évidentes, mais sur lesquelles vous êtes passé à côté. Parce qu'eux vont vous voir différemment. Donc voilà, et parfois, c'est des choses qui peuvent avoir beaucoup d'importance pour votre futur. C'est ça aussi. Vous challenger avec la différence, c'est vous permettre de vous enrichir. Et je vous dis, quelle que soit la différence. Si vous reprenez un petit peu, j'aime bien l'histoire, si vous reprenez un peu dans l'histoire, les villes les plus riches du monde étaient les villes qui étaient multiculturelles et multiculturelles. Je pense notamment à Bagdad du XVIe siècle. C'était la ville la plus riche du monde. Bah oui, regardez un petit peu son histoire et comment elle a été créée, et vous verrez que c'est la différence qui a créé cette richesse. Et puis il y a une petite histoire qu'on aime bien glisser au marketing aussi, c'est de dire que le non-voyant le plus connu au monde aujourd'hui, c'est Google. Si vous avez un site qui est parfaitement compliant, Google le comprend parfaitement et le référence mieux que les concurrents. Alors, on peut peut-être faire la petite conclusion. Je vais, comme au début, je vais commencer par les dames. Un petit mot de la fin, Aurélie. Donc, pour conclure ce webinaire, on peut voir que normes et innovation peuvent aller de pair pour aller dans un monde plus inclusif et avec plus de confort pour tous. Si on reprenait un exemple de métro, le métro à Lille, effectivement, est accessible pour les personnes en fauteuil roulant et aussi pour les personnes qui vont avoir des poussettes. Donc, on voit que la construction ou la réflexion pour une personne en situation de handicap va être pour vraiment l'ensemble de la société. Donc, pour un monde meilleur, bien évidemment, il faut réfléchir, penser, créer, innover pour aller encore plus loin et que la technologie puisse nous améliorer notre quotidien au travail ou pour la culture ou le loisir également. Alors, oui, et puis ne pas oublier qu'il y a des gros enjeux derrière, encore une fois. C'est pas juste... voilà. Mathieu, quelques mots de la fin, pas un mot, quelques mots. En fait, j'ai vraiment envie de vous redonner la balle. C'est qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ce que vous avez pu entendre et voir aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un mois. Très concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Et si vous pouvez le mettre en chat, de manière impersonnelle, parce qu'on n'a pas besoin de savoir exactement qui est derrière, mais moi, je trouve ça intéressant parce que c'est bien beau d'avoir des idées, d'avoir des envies, mais le vrai enjeu, c'est qu'est-ce que je fais concrètement. Donc, qu'est-ce que vous faites demain? Très bien. Michel. Merci pour l'honneur de conclure, mais j'ai juste envie de dire quelque chose d'assez simple au final, c'est que c'est loin d'être un sujet confidentiel, réservé, c'est plutôt un sujet, on voit bien, qui est plus que d'actualité. C'est un sujet sur lequel 40 pays ont déjà bougé, à commencer par nous, essaye d'impulser les dynamiques, soit par le bâton des millions de dollars, soit par les lois. Mais en tout cas, il y a une vraie dynamique qui est mondiale, qui n'est pas juste l'effort de 2 ou 3 associations qui font du bruit. C'est une vraie dynamique. Il y a des outils qui existent sur le marché pour faire du contrôle, pour faire de l'évaluation, pour faire du complément. Il y a des essais aussi d'automatisation des outils, même si là aussi on a des limites. Donc voilà, il y a des outils, il y a des démarches, il y a des experts. On est très loin d'un sujet anecdotique, confidentiel et réservé à une sphère particulière. On est plutôt sur un vrai sujet d'inclusion et qui commence dès la conception des services et qui n'est pas un sujet à prendre avant la mise en ligne ou un sujet de compliance réglementaire pour checker des cases en disant ça y est, j'ai fait mon audit, maintenant je suis tranquille. On est sur un vrai sujet où il faut aller chercher les clients et ce fameux dernier tiers qu'on adresse ou mal ou voire pas du tout. On est sur un vrai enjeu de business avec une dynamique mondiale et avec des outils et des démarches et des experts. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer à le faire. Très bien, merci beaucoup. Alors, avant de dire au revoir, je voulais vous remercier à nouveau, tous les trois.
parce que vous avez passé du temps à préparer tout ça et de manière très professionnelle. Donc, merci infiniment. On est prêt à le partager avec tout le monde, bien sûr. Donc, il suffit de nous demander sur handiachat.com la présentation. Les interlocuteurs sont à votre disposition et on fera la mise en contact sans aucun problème. J'espère que ça a été éclairant. On a essayé de le faire de manière un peu pédagogique, aussi d'être concret avec des exemples et d'avoir des témoignages qui soient des témoignages concrets avec de la vraie expertise et que le secteur handicap aussi prenne la parole. On en parle beaucoup, mais c'est important que ce soit eux aussi qui en parlent et parler, encore une fois, c'est le but d'HandiAchat, de parler de cette richesse de compétences et d'opportunités qu'il y a sur le secteur et avec le secteur handicap, donc aussi pour les entreprises. Donc merci à vous tous. C'est un vrai sujet abyssal que l'accessibilité numérique, mais on a parlé d'envie, on a parlé d'état d'esprit, on a parlé de compétences, on a parlé d'innovation, et puis on a parlé de collaboration dans le temps. Donc j'espère que les uns et les autres, vous allez pouvoir collaborer pour que tout ça avance. Merci infiniment, à très bientôt, et que l'accessibilité numérique avance autant que faire se peut, et rapidement. Bonne fin de journée. Merci.